Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, c'est un épisode que je vous promets depuis quelques temps déjà, encore une fois, puisque je vous avais parlé de l'appareil photo de mon grand-père, du Photax, du Boyer Photax, qui était, je pense, quasiment le même que ça, voire le même que ça. Voilà, c'est un appareil photo que j'avais, qui avait le même souci que celui-là, et en déménageant, en étant étudiant, eh bien, j'ai dû le revendre pour quelques euros sur une brocante. Mais grâce au président du club photo, j'ai pu retrouver le... Ça m'intéressait beaucoup de tester, puisque maintenant mes connaissances en photo ne sont plus les mêmes. Et sont surtout, je peux faire des choses créatives avec des appareils photo qui ont des petits soucis techniques et voir un peu comment ça fonctionnait. Alors j'ai vu quelques photos de famille prises avec cet appareil photo là. Donc voilà, c'est un appareil photo qui était plutôt populaire dans les années 50. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de pubs à l'époque. Je peux pas dire à combien il s'était vendu, mais ça faisait partie des appareils photo populaires pas chers. Et là, c'est assez impressionnant sur que la pub, ils disent le meilleur des appareils photo accessibles. Alors, je sais pas si on peut dire meilleur, parce que, en effet, c'est pas un appareil photo jetable, c'est du solide entre guillemets, mais bon, ça reste que on est sur un truc très art déco, tout en plastique, enfin le plastique de l'époque d'ailleurs, l'usine je pense qu'elle ne faisait que ça. C'est pas vraiment de la grande mécanique. À l'époque, on trouvait déjà des Leica, Contax, le Fujica 6 que je vous ai présenté. Il y avait quand même pas mal d'appareils photo bien au-dessus. Ça restait des appareils photo vraiment pas chers. J'ai trouvé une revue américaine où il était vendu 19 $. En effet, il était exporté après la guerre. Donc il a été produit d'abord de 1935 à 39. Et puis ensuite, il a été reproduit de 1947 à 1962. Il y en a eu plusieurs versions qui se ressemblent au final à peu près tous. Il a été produit par Miom en région parisienne. Donc Miom, c'est la manufacture d'isolants et d'objets moulés. Donc c'est des appareils photo qui sont faits en matière d'isolant électrique, donc assez amusant. Je pense que mon grand-père qui était électricien connaissait cette marque, c'est sûrement pour ça qu'il l'a choisi, puis aussi parce que c'était le moins cher du catalogue. Donc l'optique, c'est un ménisque, ici produit par Boyer. Il y en a eu produit par Ingenieux, ça reste un ménisque très basique et plutôt voire très mauvais. Donc l'optique est en hyperfocale quand on déplie l'optique. Quand il est plié, eh bien l'optique est après l'infini, donc on n'a que des photos floues. On a logiquement deux vitesses, 1 centième et 1 vingtième de seconde, ainsi qu'une pause B. Sur les premiers modèles, on n'avait que le centième et la pause B, on n'avait pas le 25e. Ça change pas grand chose, surtout que les vitesses sont pas très précises, et là ne sont plus précises du tout, puisque ça fonctionne très aléatoirement. Il y a deux ouvertures, donc F16 et F28 malgré ce qu'on trouve sur internet. Donc les ouvertures, il s'agit tout simplement de disques qui se mettent devant. Voilà, quand je vous dis que c'est un appareil photo basique, la plus simple optique qu'on peut créer si on ne compte pas les pinholes. Donc c'est vraiment le truc le plus simple, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas très bon. Et pour corriger les défauts, il y avait tellement de défauts que quand on regarde à l'arrière, eh bien on voit que l'appareil photo il est arrondi pour que le film soit à peu près en face de l'optique. En sachant qu'on n'avait pas des pellicules très sensibles à l'époque, on avait intérêt à avoir du soleil, puisqu'on a deux ouvertures, deux petits ronds, 1 et 2, qui correspondent à F16 et F28. On n'est pas dans des trucs très lumineux, et puis au niveau vitesse, 1 centième et 1 25e et point barre. Donc autant dire que si vous n'avez pas de lumière, c'est mort, vous faites des photos floues. L'utilisation de cet appareil photo est par contre on ne peut plus basique. On met le film ici et puis voilà, on tourne, on a derrière la petite indication du numéro du film, puis on déclenche ici. On a quand même possibilité de brancher un déclencheur souple, et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Et ici, eh bien en fait, il ne se comporte plus qu'en pose B, un petit peu comme l'autre appareil photo que je vous ai présenté il y a 2 ans. Et ça correspond, eh bien, un petit truc que je vais pouvoir faire ici, justement. Donc cette fois-ci, je vais faire la pellicule complète. Je sais qu'il fonctionne, à part qu'il ne se comporte plus qu'en pose B. Et j'ai une pellicule qui fonctionne normalement à peu près aussi. Alors j'ai trouvé un petit mélange à faire en mélangeant chimie film et chimie papier
pour 2 étapes différentes du développement pour pouvoir avoir un résultat correct. Je vais faire ce qu'on appelle un flou volontaire de caméra. Je vais le prendre, je vais faire donc les 8 photos qu'on peut faire avec ce film-là. D'ailleurs, qui va fêter ses 50 ans de péremption, puisqu'il est périmé en juillet 1973. Ça veut dire que le film doit avoir 53 ans et il est périmé depuis pile 50 ans. Donc ça fait pile 50 ans qu'il n'est plus à son fonctionnement d'origine, en sachant que cet appareil photo-là n'est plus aussi bon qu'à l'origine non plus. Donc on tombe bien sur un truc alternatif ici. Et donc je vais tenter en fait de faire des flous de mouvement à certains endroits à Angoulême. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer quand même d'être le plus stable possible, ou alors si je bouge, de suivre un personnage ou quelque chose pour faire un joli flou. Le tout, j'ai 8 photos et pas une de plus. Ces pellicules là, il m'en reste 2, donc l'autre va être utilisé pour un autre projet. Donc c'est pareil, j'ai pas trop le droit à l'erreur, en sachant qu'il ne va y avoir que des erreurs. Donc voilà, c'est un petit challenge intéressant à faire pendant ces vacances, qui ne sont pas vraiment pour moi des vacances. Comme tous les étés, c'est compliqué. Donc on va charger le film ensemble. Déjà, les emballages d'époque, on se retrouve avec un espèce de film aluminium. Ils disent juste qu'il y a 8 pour du 6.9, 12 pour du 6.6 et 16 pour du 6.4.5. Donc fabriqué en Allemagne. Safety film, ça signifie qu'en fait le film normalement est stable, n'est plus explosif comme il était au début des années 1900. Ça reste que c'est quand même quelque chose de fragile, désolé pour les véganes, puisqu'il avait été fait avec pas mal de trucs d'origine animale à l'époque. Et des trucs chimiques aussi. On ouvre, malgré le fait qu'il soit neuf, on a quand même des traces de rouille, donc ça... Voilà. J'espère que ça donnera quelque chose quand même à la fin. Alors c'est censé être du film 80 ISO si je dis pas de bêtises, en sachant que ça correspond plus à grand chose, le film étant périmé depuis 50 ans, il est plus très sensible. Il faut absolument donc prendre un axe vide, donc ça prend des pellicules 620 qui ne sont plus produites depuis au moins 30 ans, même si en fait sur certains appareils comme celui-ci il est possible de trouver des solutions intermédiaires, mais il faut quand même un axe pour pouvoir charger le film de ce côté là, c'est lui qui va prendre le film, et de l'autre côté en fait vous pouvez mettre du 120. Alors tous les appareils photo ne le permettent pas, dans ce cas là il va falloir transférer la pellicule 120 vers le 620. Donc c'est pour ça qu'il est indiqué derrière. Cet appareil emploie donc les bobines de toute marque de type ajout réduite. Ajout réduite, ça veut dire que ici c'est plus petit, donc ça correspond au 620. Mise au point 2,75 m à l'infini, ce qui correspond à l'hyperfocale sur ce genre de truc mauvais. De toute façon c'est mauvais partout. Et fabriqué en France, pour être à l'hyperfocale, il faut bien sûr sortir l'objectif. C'est comme ce que je viens de faire là. Donc l'appareil photo de Monsieur Tout le Monde. J'ai donc fait une première pellicule qui était en mauvais état, donc que je vous ai présenté dans un short, et le résultat était pas si mal, et ça m'a permis de faire des premières expérimentations avec une méthode de développement pour les pellicules périmées que j'ai essayé d'améliorer ici, mais en fait j'ai fait ça au printemps quand il faisait beaucoup plus frais, et maintenant il fait beaucoup plus chaud, on est en plein été, et donc le résultat est un petit peu différent. Donc vous voyez les photos qui défilent de mon premier résultat. Donc voilà, j'ai pu faire cette pellicule là, donc je l'ai développée hier soir, je me suis pas filmé non plus pendant le développement. Au niveau de la technique, j'en reparlerai peut-être, je vais essayer de faire 2 ou 3 autres pellicules pour être sûr et d'en faire une vidéo de ce genre de technique. En fait, avant, pour éviter d'abîmer les films quand on secoue trop, j'utilisais du Rodinal en stand dev. Cette technique d'un côté est bien parce que c'est compatible avec tous les films, mais un inconvénient majeur, c'est que ça fait du contraste très faible et surtout ça augmente le voile, ce qui fait des pellicules très compliquées à scanner, voire impossibles à certains moments. Et surtout, pour des pellicules bien périmées où il faut que ça soit légèrement surdéveloppé, ça veut dire rester 1h30 dans du Rodinal. Et j'ai eu l'impression, en tout cas sur mes premières pellicules, qu'en fait quand ça restait trop longtemps dans l'eau, la gélatine avait tendance à se désintégrer. J'ai essayé de trouver une solution intermédiaire. Quand j'étais à Budapest, j'avais fait une pellicule périmée, complètement périmée aussi, de la Forte, donc de la pellicule qu'on trouvait là-bas. Et cette fois-ci, j'avais fait ça avec du révélateur papier. Donc révélateur papier, ça donne un contraste très fort, trop fort même, des grains pas très jolis, mais d'un côté, j'ai pas de souci de voile. Alors,
je me suis dit, est-ce que je peux pas mélanger ces deux techniques? C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, ce que j'ai fait ici, je l'ai mis 40 minutes dans le Rodinal, dans du stand dev, en remuant très légèrement au milieu, en me disant, en espérant que la gélatine ne parte pas. Ensuite, j'ai rincé et j'ai mis 3 minutes 30 dans du révélateur papier, donc du Nuttall Eco, donc en remuant légèrement aussi. Et puis, j'ai fini mon bain d'arrêt et mon fixateur comme d'habitude. Et donc, là, cette fois-ci, j'avais une différence par rapport à ma première pellicule, c'est que j'étais beaucoup plus contrasté. Donc je vais vous montrer le résultat avant le scan, je me filme avant de scanner. Là, cette fois-ci, j'ai une pellicule qui est très très dense. J'espère que ça passera au scan, ça devrait passer au scan. Je pense que la raison cette fois-ci, c'est que mon eau sortait du robinet quasiment à 25 degrés. Ma salle de bain étant à 26, donc l'eau est restée à 25 degrés, tout le processus s'est fait à 25-26, ce qui est un peu trop pour du développement, donc j'ai eu de la chance d'ailleurs que cette fois-ci la gélatine ne soit pas partie à cause de la température, mais bref, ça a très bien fonctionné, mais voire un poil trop, donc voilà. Donc je vous fais passer les résultats que j'ai fait, je vous fais passer le résultat une fois scanné. Voilà, j'espère que cet épisode où cette fois-ci j'ai vraiment essayé d'être authentique et atypique en faisant des trucs de l'argentique, mais de façon déjà pas commune, en faisant de pellicules périmées en 1973 avec un appareil photo cassé entre guillemets, qui fonctionne pas correctement et d'époque. Alors j'espère que ça vous aura plu quand même. Et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Soyez authentiques et atypiques et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.